Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. C'est quoi une manifestation ? Donald Trump! Donald Trump! C'est nouveau ce type de réaction ? Il est pas prêt ton poisson! Quoi, il est pas prêt? Une manifestation, c'est des personnes qui défilent dans la rue pour exprimer leurs convictions ou leur mécontentement. Les manifestants clament des slogans. Heil Vladimir Poutine! Heil Vladimir Poutine! Qu'est-ce Enfin, il demande bien quelque chose, non? Vous voulez quoi? On sait pas, mais... Ce qui est sûr, c'est qu'on en a plein le cul. On en a gros. Nous sommes en guerre. En guerre, en manifestation, en Orion, en massacre, tous les États, oui, tous les États. Nous allons en parler longuement de midi à 14h, comme vous le savez, auditeur de Sud Radio, résident de Sud Radio d'abord. Effectivement, manifestation. Alors, Heil, on a entendu beaucoup de Heil dans cette manifestation féministe. Mais quel Heil? Eh bien, des Heil très sélectifs, vous allez voir. Et la veille, Heil, mais aussi Intifada. Alors, Intifada, ça se dit une Intifada ou un Intifada. C'est féminin ou pas? On va en parler. Et puis, évidemment, ensuite, eh bien, on va parler de ce qui se passe en Syrie, de l'espèce de massacre d'Alaouites et de chrétiens par le nouveau régime que l'on nous disait très modéré. Attention, d'ailleurs, Jean-Noël Barrot et Annalena Babcock, la ministre des Affaires étrangères allemande, étaient allés saluer cette modération. Eh ben, demi-tués, hommes, femmes et enfants, depuis quelques jours. C'est intéressant, comme modération. On va éventuellement, et non, c'est pas éventuellement, mais sûrement en parler. Et puis après, quelques perles, etc. Nous allons recevoir Hugues Renner pour un concert en hommage et au profit des orphelins de la police. Ça va se passer ce samedi à Paris, à l'église Saint-Sulpice. Et enfin, un livre sur un mal du siècle, plus qu'un mal du siècle, une épidémie du siècle, sinon une pandémie, le burn-out. Tout de suite. Et nous, le burn-out, nous ne l'avons pas parce que nous n'avons pas les moyens de l'avoir. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Ben écoutez, je suis pas le seul, et de moins en moins, je suis loin d'être le seul à être dans tous mes états. Juste, j'avais envie de dire, les Roumains parlent au français. Vous savez ce qui se passe en Roumanie, c'est très intéressant, on va en parler longuement dans les prochaines émissions, demain ou après-demain. Mais il y a eu quelque chose d'intéressant, voilà, il y a des élections en Roumanie, elles ont été annulées. Il y avait un certain candidat qui s'appelle Călin Georgescu, qui effectivement est arrivé en premier, mais il fallait annuler, donc il se représente, il dépose ses bulletins et sa candidature a été rejetée définitivement dimanche par la commission électorale. Alors là, c'est intéressant. Nous sommes en Europe, patrie de la démocratie, des droits de l'homme, de l'habeas corpus, de la déclaration liberté, égalité, fraternité pour tout le monde, sauf pour ceux qui ne conviennent pas à la politique dominante. Alors c'est très intéressant. Donc, il était arrivé Călin Georgescu en tête au scrutin de novembre. Il a été annulé parce qu'il y a eu des soupçons d'ingérence russe. Alors il y a des perquisitions, etc., etc. Mais il y a quelque chose qui est la constitution roumaine. On a regardé ça. Article 53. L'exercice du droit ne peut être restreint que par la loi adoptée par le Parlement. Or, le bureau électoral central ni la Cour constitutionnelle ne peuvent réduire un droit pour des raisons qui ne sont pas prévues par la loi. Eh ben non, pas de problème. Il y a effectivement ce Călin Georgescu, ce pelé, ce galeux d'où nous vient tout le mal. Moi, j'en sais rien s'il est effectivement bien, mauvais, pas bien du tout. Mais enfin, écoutez, je croyais qu'on était en démocratie et que tout candidat a le droit de se présenter. Eh ben, pas du tout. Ce sont sûrement les nouvelles règles. En attendant, les Roumains manifestent par centaines de milliers. Voilà. Alors, on espère vraiment que ce ne sera pas une espèce de loi, vous voyez, qui va s'instaurer en Europe, où si vous n'êtes pas dans le bon côté, si vous n'êtes pas du bon côté du manche, eh bien, ça va être très difficile de se présenter. Évidemment, tout ça au nom de la démocratie, bien sûr. À tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Depuis les années 80, les femmes sont des hommes à temps plein. Fini les revendications. Ce qu'elles ont voulu maintenant, elles l'ont. Ce sont toutes des femmes
femmes accomplies sans vraiment... Ces femmes des années 2010, après ces femmes des années 80, Michel Sardou. Alors effectivement, vous vous rappelez, hier, samedi, c'était la manifestation, la journée internationale pour les droits des femmes. Hein. Dans le monde entier, on célébrait les droits des femmes et c'est tout à fait légitime et justice. Mais évidemment, en France, en général et en particulier à Paris, ça ne se passe pas toujours de la même façon. Alors d'abord... vendredi soir, il y avait une manifestation féministe, et pourquoi pas, et c'est très bien. Et puis on a entendu les slogans un peu intifadesques. Hein. C'est intéressant. Écoutez. Voilà, nous sommes tous des Palestiniennes, effectivement. Intifada, pourquoi pas. Mais est-ce que c'est vraiment le problème c'était vraiment pour marquer la journée des femmes ou la veille de la journée des femmes, ça? Parce que moi, je veux bien qu'on crie Intifada, mais on pourrait peut-être crier, si on est féministe, Afghanistan, non peut-être, ou Iran, ou autre. Je veux dire que ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est toujours... comme en Roumanie, pour tout à fait d'autres raisons, il y a les bonnes victimes et les mauvaises victimes, il y a les bons bourreaux et les mauvais bourreaux, on accepte cela, on n'accepte pas ceci, en fonction de cette merveilleuse idéologie binaire, le camp du bien et le camp du mal, et qui choisit ça? Eh bien, voilà ce qui se passe. Et le lendemain, donc samedi, grosse manifestation, des dizaines de milliers de femmes dans les rues de Paris, et notamment les fémènes. Alors les fémènes, vous savez, elles se caractérisent par le fait qu'elles manifestent torse nu, et donc là, elles étaient un certain nombre, et avec des peints, n'est-ce pas, sur leur torse, drapeau américain ou autre, etc. Et voici ce qu'on a entendu comme une espèce de profession de foi. Écoutez bien, c'est intéressant. Heil Donald Trump! Heil Donald Trump! Heil Vladimir Poutine! Heil Vladimir Poutine! Heil Elon Musk! Heil Elon Musk! Heil Viktor Orban! Heil Viktor Orban! Heil Giorgia Meloni! Heil Giorgia Meloni! Heil Marine Le Pen! Voilà, donc manifestation féministe, hein, avec des tas de gens, et tout à coup, eh bien, il y a 5 nazis, vous voyez, il y a 5 nazis, voilà, 6 nazis, pardon, Donald Trump, Vladimir Poutine, Elon Musk, Viktor Orban, Giorgia Meloni et Marine Le Pen. Voilà. Donc, voilà, on a désigné ceux qui étaient vraiment responsables de ce qui se passe pour la maltraitance, peut-être des femmes dans le monde entier, peut-être la misogynie et autre chose, oui. Là aussi, c'est intéressant, ni l'Iran, ni l'Afghanistan, ni tout ce qui passe au Moyen-Orient, ni ailleurs en Afrique ou ailleurs, non, ni tel ou tel qui non seulement méprise les femmes, mais les réduit à l'état d'animal ou d'animaux. Non, il y a Trump, Poutine, Musk, Orban, Meloni et Marine Le Pen. Mais il y a eu pire que cela. Il y a eu quand même pire que cela. Il y a eu des femmes qui ont été mises à l'écart. Effectivement, elles voulaient manifester, participer à la manifestation. Eh bien, non. Notamment, par exemple, le collectif Némésis, hein, que l'on connaît bien, qu'on a reçu ici. Bonjour Anaïs Maréchal. Bonjour. Alors, Anaïs Maréchal, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous vouliez participer à la manifestation de samedi, et en fait, vous n'avez pas pu le faire. Alors, si on a pu le faire, on a attendu pendant 4 heures dans un square proche de la République. Oui. On a attendu pendant 4 heures parce qu'en fait, les forces de l'ordre ont barricadé le square pour notre sécurité. Pour votre sécurité. C'est-à-dire, vous avez attendu pendant 4 heures parce que la police devait vous protéger étant donné ce qui pouvait se passer. C'est ça? Exactement. En fait, il y a eu plusieurs antifascistes et militants d'extrême gauche qui voulaient clairement en découdre avec nous. Donc, nous étions 150 militantes du collectif Némésis, 150 à peu près soutiens, sympathisants et mouvements amis qui nous ont rejoints. Donc, l'UNI, la COCAR, Génération Zemmour, Rassemblement National Jeunesse.
Donc nous avons entendu pendant 4 heures. Nous avons commencé notre manifestation, le cortège à la manifestation à 17h. Il a terminé vers 20h. Et pendant toute la manifestation, nous avons eu d'ailleurs un cordon de sécurité autour de nous, fait par les forces de l'ordre, pardon. Oui. Parce que pendant toute la manifestation, dans chaque rue adjacente, il y avait au moins une dizaine d'antifascistes qui étaient là pour nous insulter, nous lancer des projectiles, qui voulaient clairement venir être violents avec nous pour une manifestation pour les droits des femmes. Donc c'est assez intéressant de voir le paradoxe entre le fait de manifester pour les droits des femmes et avoir des personnes violentes en face de soi. Oui, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, une manifestation internationale pour le droit des femmes, mais donc il y a certaines femmes qui ont le droit de manifester et d'autres qui ne devraient pas être là. C'est ça. C'est une espèce de jolie discrimination qu'on appelle positive peut-être. Tout à fait. Et en plus, au-delà du fait de ne pas vouloir nous laisser manifester, il y avait aussi les menaces de mort qui ont été très violentes, qui étaient taguées tout au long de notre cortège sur des murs. Il y a eu des menaces de mort envers Alice Cordier. On avait eu aussi c'était un tag sur lequel il avait écrit dissoudre le collectif Némésis à l'acide, qui a été d'ailleurs relayé par Rima Hassan, l'eurodéputée de LFI. Alors il me semble que depuis elle l'a retiré. Mais voilà, en fait c'est constamment de la violence envers nous parce qu'ils ne sont pas d'accord avec nos idées. Un appel au meurtre, il y a eu aussi d'autres appels à Marseille, à Toulouse. Anaïs Maréchal, pourquoi vous êtes anti-femme, c'est ça votre problème à Némésis ? Ah non, pas du tout. Nous, en fait, nous sommes venus avec des revendications très claires pendant cette manifestation. Donc nous, c'est la fin de l'immigration de masse qui est à nos yeux un facteur clé de l'insécurité, mais non seulement à nos yeux, mais aussi quand on voit les statistiques et les pourcentages que donne le ministère de l'Intérieur. Tout cela, en fait, nous, on le veut. On veut aussi l'application stricte des OQTF et, en fait, tout simplement, une justice beaucoup plus ferme face aux violences faites aux femmes en France et en Europe. Et ça, on ne veut pas, donc, un certain nombre de gens ne veulent pas que vous puissiez l'exprimer et qu'on puisse l'entendre. C'est ça. Non, tout à fait. On a eu d'ailleurs quelques débats avec certaines féministes qui nous disaient que nous étions des racistes parce que nous voulons que les violeurs étrangers soient dehors et que les violeurs français soient en prison. Ces personnes-là nous expliquent que non, il ne faut pas expulser les violeurs étrangers, mais qu'il faut qu'ils puissent être jugés et emprisonnés en France. Donc emprisonné, vous savez très bien comme moi ce que ça signifie, André Berkoff, ça veut dire que c'est le contribuable qui va payer pour ces emprisonnements-là. Et justement, j'ai vu une réaction très intéressante de Antoine Léaumont, qui est aussi un député LFI, député LFI, pardon, qui a expliqué que oui, voilà, exactement. Oui. Que nous, ce que nous voulions, c'était payer un voyage de violeurs étrangers. Je trouvais cette ironie très très mal placée. De toute façon, l'humour à géométrie variable de l'extrême gauche, c'est aussi l'employé quand on parle de violeurs étrangers. Apparemment, c'est ce qu'il voulait faire. Et il y a eu aussi Arcilia Soudé qui s'est moqué d'Alice Cordier sur Twitter en disant va manger un curly et tu grattes l'amitié. Franchement, j'arrive plus à comprendre ce type de commentaires. On se croirait vraiment dans une cour de récré. C'est du niveau poète ferme ta boîte à camembert, alors que nous, en fait, on essaye vraiment de traiter des sujets sérieux avec des victimes derrière toute cette agression. Et nous, en fait, c'est ça qu'on voulait absolument porter. C'est la voix des femmes qui sont tuées par ces personnes-là pendant la manifestation du 8 mars. Oui, mais tout à fait, Anaïs. En fait, ce qui se passe, c'est ça qui est terrible. C'est on peut plus discuter, on peut plus parler, même si on n'est absolument pas d'accord avec vous ou pas d'accord avec les autres. Et non, il faut vous éliminer. Il faut ne pas voir que vous soyez invisible. C'est ça qui est quand même, ça s'appelle encore de la démocratie, c'est pas normal. Merci Anaïs Maréchal. Maude Koffler, vous aviez suivi vous-même, on en a parlé hors antenne, vous avez suivi une manifestation qui n'était pas une manifestation pour la Journée des femmes, il y a quelques mois, en novembre dernier. Vous avez assisté à un mouvement qui était pas loin. C'était quoi ? C'était le 23 novembre, c'était une manifestation organisée par le collectif Nous Toutes, le collectif féministe de gauche qu'on connaît bien et qui prend souvent beaucoup de place en fait dans ces manifestations féministes, y compris celle dont vient de parler Anaïs. Et déjà en fait en novembre, alors je vais pas révéler les secrets, la façon dont Némésis organise ses actions entre guillemets, mais Alice Cordier avait préparé les filles qui allaient défiler à d'éventuelles arrestations, des gardes à vue, etc. Ce qui avait souvent été le cas en fait auparavant lors des précédentes manifestations. Et cette fois-ci, en fait, la Bravem a sauté sur le cortège de Némésis au moment de son arrivée, mais
pas pour les arrêter, pour les encadrer déjà. Donc il y a eu un basculement pour les protéger. Il y a eu un basculement. Et effectivement, tout au long du cortège qui a été cerné par la police pour leur permettre de manifester, des manifestantes d'ultra-gauche, en fait, sont arrivées, ont tenté de les invectiver, de les attaquer, de leur lancer des projectiles. Ça a été ça pendant toute la manifestation. Donc ça signifie aussi, enfin là c'est encore plus, symboliquement c'est encore plus fort, le 8 mars, parce que c'est la journée internationale des droits des femmes, et on s'aperçoit que toutes les femmes n'ont pas le même droit à la parole, visiblement. Oui, c'est ça. Et on est vraiment, effectivement, dans une espèce de 10 poids, 10 mesures, je dirais même pas 2 poids, 2 mesures, qui ne lasse pas d'inquiéter. Je crois vraiment que il faudrait sortir de cela, parce que c'est pas possible que on est entre que la cause des femmes soit défendue par des gens qui ne trouvent rien de mieux que d'écrire les grands nazis, les grands antiféministes, les grands antifemmes que sont Trump, Poutine, Musk, Orban et autres. C'est quand même, et Giorgia Meloni, bien sûr, qui est une femme, hein, donc comme par hasard. Voilà, on va continuer de parler de tout cela tout à l'heure. C'est Valérie Expert. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. La Syrie. Qu'est-ce qui se passe en Syrie? Rappelez-vous, nous avez dit tout va aller pour le mieux, ça y est, le dictateur, certes, c'était pas un ange, et le moins qu'on puisse dire, le dictateur sanguinaire Bachar el-Assad est parti, il y a 3 semaines, eh bien vous allez voir, ça va se passer mieux, parce que maintenant nous avons des modérés. Ah bon, très bien, et tout le monde était plutôt content, eh ben écoutez, que voilà, il y ait enfin des modérés. Mais alors, depuis quelques jours, je ne sais pas ce que veut dire cette modération, parce que on a vu des images sur les réseaux sociaux, des images terribles, des images horribles, de femmes, d'enfants, d'hommes tabassés, violés, en tout cas fusillés, et tout cela. Et on dit, là les chiffres évidemment ne sont pas crus, mais entre 1500 et 2000 personnes en quelques jours. Il y a eu des appels, il y a eu vraiment des gens qui ont réagi, et simplement je voudrais comparer ce que disait Jean-Noël Barrot au moment de la chute de Bachar el-Assad, notre ministre des Affaires étrangères, et Jean-Noël Barrot hier à propos des exactions du nouveau régime de El-Joulani, de Ahmad el-Shara, et du mouvement Tahrir el-Shams. Écoutez. C'est un moment historique. Et toutes mes pensées, depuis hier, vont au peuple syrien. En Syrie, comme en exil, qui retrouve enfin le parfum de la liberté. Comment ne pas se réjouir de la chute de l'un des pires dictateurs de notre époque, après des années, des décennies d'une oppression féroce. C'est donc un bouleversement historique, et c'est la démonstration, s'il en était besoin, que la loi du plus fort n'est jamais durablement la meilleure. Eh oui, Jean Barrot, la loi du plus fort, vous dites qu'elle n'est jamais durablement la meilleure, mais on peut quand même se poser des questions. Car on voit bien ce qui se passe, et on voit bien, et ça personne ne le nie, que là, ceux qui sont massacrés en ce moment, ce sont des alaouites et des chrétiens. On va en parler d'ailleurs, Noël Baranche, qui sont les alaouites, qui sont les sunnites. Il faut évidemment replacer dans son contexte. Mais Jean-Noël Barrot, hier, fait un tweet, les exactions perpétrées contre des civils en Syrie sont inacceptables. La protection des populations doit être garantie. Il ne peut y avoir d'impunité pour les coupables de ces crimes. Écoutez, ce qu'en termes peut-être feutrés, ces choses-là sont dites, monsieur le ministre. En tout cas, il se passe ce qui se passe en Syrie, et nous allons en parler effectivement, et de manière avec Fabrice Balanche et Benjamin Blanchard. Fabrice Balanche, je rappelle, est géographe et auteur des leçons de la crise syrienne aux éditions Odile Jacob, un livre tout à fait passionnant que je vous recommande. Et Benjamin Blanchard, directeur général de SOS Chrétien d'Orient, qui est avec nous dans le studio et que je remercie. Fabrice Balanche, je voudrais savoir, au-delà, le paysage pour les gens, effectivement, pour les personnes, la Syrie, ça fait des années qu'on a l'impression que c'est une terre promise et jamais tenue. Dites-nous dans quel contexte tout cela se passe, Fabrice Balanche. Aujourd'hui, donc, nous avons un pouvoir islamiste qui s'est mis en place à Damas. Faut quand même rappeler que Al-Shara, alias Abu Mohammed al-Jolani, est quand même issu des rangs d'Al-Qaïda.
Donc il fallait quand même pas s'attendre à ce qu'un terroriste qui a passé 20 ans à faire le coup de feu contre les Américains en Irak et ensuite en Syrie, massacrant à tour de bras, devienne un démocrate en quelques semaines, même si un cabinet de conseil britannique a été financé pour lui ripolliner la façade et lui faire croire que c'était l'homme providentiel. Donc aujourd'hui, cette communauté alaouite qui a été liée évidemment au pouvoir de Bachar el-Assad, puisque Hafez el-Assad, Bachar el-Assad sont issus de cette communauté, donc ils ont employé en priorité les alaouites dans l'armée, dans le service de renseignement, dans la fonction publique. Elle se retrouve victime de la vengeance des islamistes qui sont aujourd'hui au pouvoir. Alors on peut dire que c'est une vengeance politique par certains aspects. Parce que vous avez évidemment des cadres de l'ancien régime, ceux qui n'ont pas réussi à fuir, en tout cas qui sont cachés dans la montagne et que les forces du nouveau régime essaient d'attraper. Mais c'est surtout et avant tout une guerre communautaire, une guerre religieuse. Les Alaouites, c'est une communauté qui a une religion assez spécifique. Ils croient à l'incarnation. Excusez-moi, Fabrice Balanche, est-ce que ça, c'est quand même une communauté, mais qui relève du chiisme ou pas? Alors on les classe dans le chiisme parce que ils ont, c'est vrai que dans l'arbre généalogique chiite, ils participent à cette grande famille chiite, mais c'est vraiment des chiites hétérodoxes. Ça n'a rien à voir avec les chiites iraniens, ni les chiites du sud Liban. Ils croient à la réincarnation, ils ont une trinité. Ils boivent de l'alcool, les femmes ne sont pas voilées, ils n'ont pas de mosquée, ils prient à la maison, c'est une religion qui est très intérieure, c'est une religion syncrétique en fait entre l'islam, le christianisme et les vieilles philosophies antiques comme le zoroastrisme. D'accord. Voilà, c'est ça la religion. Et ils sont combien en Syrie? Pour les sunnites, alors pour les sunnites, ce sont des hérétiques. Vous avez des docteurs de l'islam comme Ibn Taymiyyah qui ont appelé au Moyen-Âge à leur éradication. Et ils ont été victimes dans l'histoire de nombreux massacres. D'accord. Alors aujourd'hui en Syrie, ils représentent à peu près, avant la guerre, ils étaient à peu près 10% de la population. Soit 2 millions de personnes concentrées évidemment sur la côte, dans cette montagne alaouite qui est en fait une montagne refuge, parce que comme toutes les minorités au Levant, que ça soit les Maronites, que ça soit les Druzes, que ça soit les Yézidis, ils trouvaient refuge dans les montagnes parce que la montagne était un endroit une défense naturelle contre les persécutions qu'ils subissaient. Et aujourd'hui, combien sont-ils? Peut-être un peu moins de 10%, parce que comme c'est une communauté qui avait quand même un niveau de développement assez élevé, le statut de la femme était bien supérieur à celui qu'on a dans le reste de l'islam, ils avaient un taux de fécondité qui était assez faible. On était à 2 enfants par femme, comme en Occident. Et contrairement donc aux musulmans sunnites qui eux continuent à être extrêmement prolifiques. La guerre a fait que cette communauté a été saignée à blanc, parce qu'un homme sur 4 entre 20 et 45 ans est mort au combat, la moitié sont éclopés, et par conséquent il y a une chute démographique de la population alaouite par rapport à l'espèce de rouleau compresseur sunnite que nous avons en face. D'accord. Et alors, justement, aujourd'hui, avec ce qui se passe aujourd'hui, avec le renversement de situation, juste un mot, comment appréciez-vous, pourquoi notre diplomatie, et pas seulement celle de la France et ailleurs, mais en plus, il faut rappeler que la France était liée à la Syrie, vous le savez mieux que tout le monde, puissance mandataire, dans les années 35, 40 et compagnie, pourquoi, effectivement, on se précipite en disant, ah, c'est formidable, ça y est, c'est un nouveau régime, il est modéré, on va le voir, puisque, comme vous le savez, notre ministre des Affaires étrangères et ainsi que la ministre des Affaires étrangères allemand est allé serrer la main de Ahmad El-Shara en disant écoutez, voilà, enfin la modération arrive au Proche-Orient. Comment expliquez-vous cette précipitation et qui n'est pas seulement valable pour ce qui se passe aujourd'hui?
une grande naïveté, un manque de prudence par rapport à ce nouveau régime. Alors certes, on était heureux de voir Bachar el-Assad s'effondrer. Il faut rappeler que la France, depuis 2011, était à l'avant-garde de l'opposition contre Bachar el-Assad. Tout à fait. Voyait d'un très bon œil les islamistes au pouvoir en se disant c'est des islamistes, c'est des djihadistes, mais une fois au pouvoir, ils vont se déradicaliser, ils vont se modérer. Et donc, c'est exactement le même argumentaire qu'on avait en 2011-2012, quand on avait arrivé les frères musulmans au pouvoir en Tunisie, en Égypte. On a vu une opposition islamiste monter en puissance en Syrie. Eh bien, ce même narratif aujourd'hui qu'on utilise, et espérant que au pouvoir, Al-Shara va se déradicaliser. Mais j'ai entendu des choses absolument incroyables dans les médias français. Une émission du soir sur le service public où un journaliste disait que Al-Shara était en train de se déradicaliser par le haut. Mais comment peut-on dire des bêtises pareilles et en fait, ce qui se passe aussi, c'est que beaucoup de politiciens français projettent sur la Syrie, si vous voulez, des fantasmes français. Au début de la crise syrienne, on ne parlait pas de communautarisme en Syrie. Lorsque je disais attention, il y a un problème communautaire, les alaouites, les sunnites, etc., il fallait surtout pas en parler. Parce que, retour de bâton, ça nous aurait obligés à reconnaître le problème communautaire que nous avons également en France. Et dont nous ne voulons surtout pas parler, dont certains ne veulent surtout pas évoquer. Aujourd'hui, on peut en parler puisqu'il y a eu la loi sur le séparatisme et la reconnaissance de ce danger qu'est le communautarisme islamique en France. Mais maintenant, on nous projette sur la Syrie le fameux vivre ensemble. Oui, c'est ça. C'est que Al-Shara va nous apporter le vivre ensemble et on voit les manifestations de vivre ensemble aujourd'hui. Merci Fabrice Balanche. On reparlera de tout cela. Je rappelle votre livre, Les leçons de la crise syrienne aux éditions Odile Jacob. Elles n'ont pas pris une ride et lisez ce livre. Benjamin Blanchard, on va parler peut-être, on n'en a pas parlé avec Fabrice Balanche, mais on aurait pu évidemment, mais restez avec nous Fabrice Balanche d'ailleurs, si vous voulez bien. Vous êtes, je rappelle, directeur général de SOS Chrétien d'Orient. D'ailleurs, je le dis, nous étions allés ensemble en Syrie à 2 reprises pour voir ce qui s'y passait. Et aujourd'hui, alors, dites-moi ce qu'on entend, parce qu'il y a eu des appels d'une des religieuses supérieures de Maaloula. Non, à Cara. Elle est supérieure à Cara. Non, pas Cara, oui, c'est ça. C'était une erreur dans le tweet de François Fillon. D'accord, oui, parce que c'est François Fillon qui avait dit ce tweet. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce que vous avez des gens de SOS Chrétien d'Orient. Oui, tout à fait. On a des équipes qui sont basées donc à Damas, la capitale, et également à Homs et à Alep. La situation est assez différente selon les villes. Depuis 3 mois, il faut le dire, en tout cas là où nous sommes présents, c'est à Homs que c'est le plus difficile. Et nous voyons à Homs qu'il y a des exactions qui sont commises contre les civils depuis des mois, en fait, depuis la Révolution, et notamment principalement contre les Alaouites. Donc en fait, alors à chaque fois, le gouvernement d'Ahmed Al-Shara dit non, mais il faut punir les gens, ce n'est pas bien, etc. Mais il n'empêche que soit on les laisse faire, soit ils n'arrivent pas à maintenir l'ordre, à contrôler le pays, mais il n'empêche qu'il y a eu les exactions contre les civils, notamment les Alaouites, n'ont pas cessé pendant ces 3 mois. Et c'est pour ça, c'est à mon avis une des causes principales de l'insurrection qui a éclaté jeudi soir sur la côte, dans les montagnes alaouites et également sur les villes. Réaction des Alaouites et donc réaction encore plus dure des autorités. Et c'était une réaction. Cette insurrection n'a jamais proclamé vouloir le retour de Bachar el-Assad. Effectivement, c'est sûrement sont des cadres de l'ancien gouvernement, etc. Bien sûr, mais actuellement, j'ai pas entendu de Syriens qui attendent le retour de Bachar el-Assad. C'est pas trop au programme, parce qu'il est pas très populaire, même chez ses anciens partisans. Mais Benjamin Blanchard, on a entendu plus d'une fois, pas seulement cette mère supérieure et beaucoup d'autres, qui disent attention, les chrétiens. Alors quid des chrétiens? Parce qu'il n'y a pas que les Alaouites, apparemment, qui sont visés. Oui, il y a eu plusieurs morts, notamment il y a une famille c'est des Arméniens, des Syro-Arméniens. Il y a eu un
un monsieur âgé qui était le père d'un prêtre. Donc tout ça, on voit bien que ce sont pas des combattants. Le père du prêtre, il avait l'air d'être au moins 70 ans, quoi. C'était pas un combattant. Ça montre bien qu'il y a beaucoup de civils qui ont été tués. Après, je crois pas que là, il n'y a pas eu un mouvement massif contre les chrétiens. Ça a plutôt été des victimes collatérales. Mais le problème de fond, il est que pendant 10 ans, 13 ans, les combattants d'HTC et des autres mouvements qui ont pris le pouvoir, c'était des djihadistes, c'était des islamistes. Et pour les motiver, le programme politique, c'était quoi? C'était d'instaurer une république islamique, un califat. Et maintenant, qu'entendent-ils dans les discours de M. El-Shara? Quelque chose de tout autre. Alors, je suis pas là pour préjuger s'il est de bonne foi ou de mauvaise foi, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a quand même un hiatus entre son discours et ce qui leur a été vendu pendant 10 ans. Et, donc, vous pensez quand bien même lui deviendrait pragmatique et intelligent et avisé, je suis pas sûr que les 60 000 derrière soient capables de suivre. Et ben voilà, le résultat, c'est ce qui s'est passé ces derniers jours. Fabrice Balanche, vous pensez que effectivement, El-Shara peut effectivement changer à la fois de mental et de langage. En tout cas, changer de langage, il a essayé, et que ce sont effectivement parce que le Harakat Tahrir al-Sham, et tout ça, on sait effectivement des djihadistes. Vous pensez que là, c'est quelque chose qui est au niveau de la communication extérieure, où véritablement il peut y avoir un changement, à votre avis? Non, c'est de la communication extérieure. L'objectif de Shara, quand il a pris le pouvoir, c'était d'obtenir la levée des sanctions, notamment des sanctions américaines, parce que sans cela, il ne peut pas avoir une aide substantielle en provenance des pays du Golfe, notamment du Qatar, qui était prêt à le soutenir. Or, s'il veut unifier les différentes factions islamistes autour de lui, il a besoin d'argent. Donc il a fallu qu'il adopte ce ton, ce discours, qu'il retienne la vengeance, les exactions de ses troupes. Alors aujourd'hui, évidemment, ils sont libérés. Mais moi, je pense que Shara, il est le responsable. Tout ça a été organisé depuis Damas. Souvenez-vous des massacres contre les Arméniens, contre les Assyriens sous l'Empire ottoman à l'époque d'Abdul Hamid. C'était planifié par le pouvoir. Il lançait des supplétifs, pas forcément l'armée ottomane contre comment dire les chrétiens. Et ensuite, vis-à-vis de l'Occident, on affirmait la même chose, que les coupables allaient être poursuivis, etc. C'est exactement la même chose qui se produit aujourd'hui en Syrie. Il faut noter. Oui, allez-y. Il faut noter que ça n'a pas commencé jeudi, comme tout le monde le répète, suite à une insurrection alawite. Ça a commencé dès mardi 4 mars. J'ai des amis à l'attaquer qui m'ont appelé. Leur quartier a été cerné par les troupes d'Al-Shara. Ils les ont attaqués à l'arme lourde. J'ai entendu des détonations. C'était assez impressionnant. Ils sont entrés dans le quartier, ils ont traité de chiens, de porcs, ils ont mitraillé les façades, il y a des civils qui ont été tués, des pick-up sont sortis avec des cadavres du quartier de Datour à l'attaquer. Le mercredi, ils ont attaqué un village alawite dans la montagne qui est un haut lieu de la spiritualité alawite, il y a une centaine de mausolées, c'est un lieu de pèlerinage. C'est exactement ça que veulent détruire les djihadistes, tous ces symboles de la religion alawite qu'ils exècrent. Oui, mécréantes. Oui. Des colonnes de djihadistes ont convergé vers la côte, et c'est à ce moment-là qu'ils sont tombés dans les embuscades, parce que imaginez bien la réaction, alors des cadres de l'ancien régime, bien sûr, mais de n'importe quel villageois alawite qui voit arriver ces pick-up comme le faisait Daesh quand ils arrivaient dans les villages, et là ils se sont battus, et ça a été le prétexte pour ces massacres de masse. Alors justement, Benjamin Blanchard, qu'est-ce que vous allez, si jamais, espérons évidemment, espérons jamais le pire, mais si jamais ça s'aggrave, qu'est-ce que vous allez faire avec vos envoyés, les gens qui travaillent, et on sait comment ils travaillent, avec quelle efficacité, vos bénévoles et vos gens, tous les gens qui travaillent avec vous à SOS Chrétien d'Orient, à tout point de vue, du point de vue des écoles, du point de vue de ce qu'ils amènent, etc. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous suivez la situation, bien sûr, de près? Alors je précise que les volontaires internationaux, donc français majoritairement, on les a enlevés une semaine avant la révolution. En fait, dès que ça a commencé à chauffer. Ils sont tous partis.
Oui, on les a envoyés au Liban parce que dès que ça a commencé à chauffer à Alep, on a compris que c'était terminé, que le gouvernement allait tomber. Et donc, le 30 novembre, on a enlevé tous les volontaires français. Par contre, on a bien sûr nos équipes sur place qui sont syriens. Et puis, il y a un Français aussi qui est responsable. Pour l'instant, ils sont sur place et on fait très attention à leur sécurité. On a des centres culturels avec notamment des cours de musique. Donc, on sait que d'un point de vue d'un islam sunnite très rigoriste, ça pourrait poser problème. Pour l'instant, ils sont ouverts, ça fonctionne. Là, je crois qu'aujourd'hui, il me semble qu'on a demandé aux élèves de rester chez eux et aux équipes d'être en télétravail parce que la situation est trop incertaine. Mais évidemment, on suit au jour le jour et leur sécurité est notre préoccupation principale. Bien sûr. Mais écoutez, je vous remercie. On va tous suivre cela, bien sûr, parce que espérons que ça n'arrive pas. Vraiment, on voit déjà ces images qui sont terrifiantes et qu'on n'arrive pas fatal à ces espèces de nettoyage ethnique qui continuent un peu partout et c'est terrifiant. Merci Benjamin Blanchard d'avoir été là. Merci Fabrice Balanche, on reparlera de ça dans les prochains jours, mais en tout cas merci de nous avoir éclairé sur vraiment le contexte de ce qui se passe en Syrie noire. Sud Radio, c'est... Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. La télévision, quand on pense que Georges Pompidou disait l'ORTF, c'est la voix de la France, on n'y touche pas. Aujourd'hui, c'est France TV, c'est la 2, la 3, la 5, énormément de chaînes. Et effectivement, le service public financé par nous tous, les contribuables. Et ça se passe bien? Eh ben, écoutez, oui, mais il y a des petites choses de temps en temps qui transparaissent, qui sont un peu... qui posent question, disons. Lesquelles? Eh ben, on en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Moi, la télé, je la laisse allumer la télé toute la journée. Je la laisse allumer. Moi, la télé, je la laisse allumer. Eh oui, chanson bis, bifluorée. Oui, moi, la télé, je la laisse toute la journée, etc. Alors, je ne sais pas si vous la laissez, vous, toute la journée, ou en partie, ou tout ça, mais... Eh ben, voilà, la télé, avec ce que ça comporte. Et puis, il y avait, sur le plateau de Quelle Époque, il y a quelques jours, il y avait Sonia Mabrouk, la journaliste Sonia Mabrouk, et il y avait, effectivement, Élise Lucet. Élise Lucet, qui réalise, qui produit et qui anime, effectivement, Complément d'enquête, hein, la très célèbre émission Complément d'enquête. Eh bien, il y a eu un petit échange, une petite passe d'armes, elle est très gentille, mais quand même intéressante, entre Sonia Mabrouk et Élise Lucet. Écoutez. J'attends un cache investigation sur France Télévisions. Mais, je voudrais bien, mais il n'y a pas grand-chose à faire et à dire sur France Télévisions. Certaines, j'y suis, je vois ce qui se passe. Faisons une enquête pour voir s'il y a un cache investigation. Mais ne vous inquiétez pas, Sonia. Effectivement, je regarde ce qui se passe à France Télévisions et je peux vous dire que s'il y avait des choses à dire sur France Télévisions, je le dirais. Ben voilà, ce n'était pas Complément d'enquête, pardon, c'était cache investigation, bien sûr. Et c'est très intéressant parce que effectivement, Élise Lucet, dont on connaît l'honnêteté, va enquêter, j'imagine, parce que d'ici se passe quelque chose à France Télévisions, eh bien, je vous assure, on le fera. Alors, écoutez, chère Élise Lucet, je crois qu'il y a de quoi faire. Vous avez quelques grains à moudre, puisque dans la lettre mardi 4 mars, le journal L'aide, la direction financière du groupe de chaînes publiques a adressé une communication à ses cadres dirigeants le 18 février dernier. Nous constatons une recrudescence d'utilisation de certaines cartes
banquette corporate, bancaire, corporate, c'est sociétaire à des fins personnelles, et une augmentation des impayés imputés sur le compte bancaire de France Télévisions. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors voilà, il y a des règles, on l'a appris à ce sujet, que effectivement une carte bancaire de la boîte, c'est-à-dire de France Télévisions, était accordée à quelques 1000 journalistes. Eh ben, jusqu'à présent, cette carte bancaire CIC permettait aux salariés de France Télévisions d'effectuer jusqu'à 4000 € d'achat chaque mois et 1000 € de retrait d'argent liquide par semaine. Alors les sommes n'étaient débitées que 2 mois plus tard, donc alors c'était pourquoi? Parce que 4000 c'est une prime, pas du tout. Ces cartes avaient au départ pour but de faciliter les paiements des journalistes envoyés en reportage à l'étranger. Bien sûr, il faut des frais, il y a des choses, il faut le faire, voilà. Mais il paraîtrait que des cadres exécutifs du siège auraient aussi profité de ce débit différé pour effectuer des achats personnels. Ah, ça c'est embêtant. Il paraît que ça met l'entreprise en difficulté étant donné qu'elle doit se substituer contractuellement aux salariés auprès du CIC. Et oui, si le salarié ne rembourse pas, ben c'est les CIC qui demandent et c'est la boîte France Télévisions qui rembourse. Alors voilà, durée du débit différé, etc. Et pourquoi tout ça? Pourquoi les problèmes? Parce que France Télévisions a validé en décembre un budget 2025 en déficit, excusez du peu, de 41,2 millions d'euros. Je rappelle que service public égale contribuable égale c'est nous qui payons. Voilà, dissolution nationale, etc., on n'a pas reçu les sommes promises. Eh ben écoutez, il y a incontestablement un sujet pour Cash Investigation qui porte bien son nom. Élise Lucet, on vous attend. Ça va être très intéressant, votre reportage sur France Télévisions. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Nous ne sommes pas à Saint-Sulpice, non. Nous sommes à Sud Radio, nous sommes dans les studios de Sud Radio. Et il va y avoir, et on le dit toujours parce que Hugues Reiner qui est avec nous, oui, la grande messe en nuit mineure. La grande messe en nuit mineure, Hugues Reiner. Et vendredi 14 mars, et si vous êtes à Paris, si vous passez par Paris, ou si vous êtes parisien, vraiment, allez-y. Il va y avoir à 20h30. Cette grande messe en nuit mineure à 20h30, au profit de l'œuvre des orphelins de la préfecture de police de Paris. Donc, un très grand concert. Avec effectivement aussi, on va en parler, Hugues Reiner, avec un cantate de Gaulle, cantate que vous avez écrit sur un texte de Charles de Gaulle. Oui. Et effectivement, ensuite, la grande messe en nuit mineure de Mozart. Au profit, alors j'ai dit, de l'œuvre des orphelins de la préfecture de police et ça m'a effectivement un peu frappé parce qu'on ne parle pas de cela et j'ai appris justement en regardant Dominique Ludwig, bonjour, merci d'être avec nous, vous êtes secrétaire général des orphelins de la préfecture de police de Paris et j'ai appris, j'avoue que ça m'a totalement surpris, que ça datait de 1901. Effectivement, c'est une très ancienne fondation. Oui. Qui a été fondée par le célèbre préfet Louis Lépine au début du siècle dernier. Près du micro, qui existe toujours aujourd'hui, qui est très active, puisque nous intervenons sous l'autorité du préfet de police, bien sûr, M. Nunez, actuellement, au profit de tous les enfants, d'agents et de fonctionnaires de la préfecture de police, cette grande maison qui assure la sécurité des Parisiennes et des Parisiens de Paris et de la banlieue, au nombre de près de 40 000. En cas de malheur, quand la tragédie frappe les agents de cette maison, eh bien, la Fondation intervient en secours de ceux qui restent, c'est-à-dire les veuves et surtout les orphelins que nous accompagnons pendant leurs études, jusqu'au terme de celles-ci, s'il s'agit d'études supérieures. Et nous les secourons. Oui, vous financez jusqu'à la fin des études supérieures, et même nous finançons toute leur vie, les orphelins handicapés, car il y en a. Nous en avons plusieurs dizaines, des orphelins handicapés qui vivent très vieux parfois, et nous les aidons toute leur vie jusqu'à l'extinction de celle-ci. D'accord. Oui, et ça date sans interruption depuis 1901. Sans interruption. Oui, ouais. Moi je suis là depuis assez peu de temps, mais j'ai eu de nombreux plaisirs. Depuis 1901, et pas, je ne crois pas, moi, cher monsieur Lucet. Mais c'est très intéressant et je vais vous dire, ce n'est pas lié, mais quand même, je voudrais rappeler aux auditeurs, puisque évidemment il y a un peu de tout, mais je voudrais rappeler quand même que, alors,
il y a gendarmes et policiers. Là, on parle de la préfecture de police, bien sûr. Mais je voudrais rappeler au niveau des forces de l'ordre, quand même, qu'en 2019, 80 membres des forces de l'ordre se sont suicidés. En 2023, 53 forces de l'ordre se sont suicidés, gendarmes et policiers. En 2024, 26 gendarmes et 27 policiers se sont suicidés. Alors, évidemment, dans ces cas-là aussi, vous vous occupez quand il y a ce malheureux événement. Quelle que soit la cause du décès. C'est ça. Le suicide, grâce à l'action de l'administration, leur nombre est en diminution. Il en reste, mais le nombre est en diminution. Il en reste hélas trop. Il en reste hélas trop. Il y en a peu, mais ça peut arriver, les blessures mortelles en service. Et il y a surtout aussi les accidents de voiture ou autres, la maladie. Il y a quelques instants, avant d'entrer dans le studio, on m'apprenait au téléphone qu'un fonctionnaire de la direction du renseignement de la préfecture de police venait de décéder de maladie foudroyante, 41 ans, 3 enfants. Eh bien, nous prenons tout de suite en charge la famille et les enfants jusqu'à la fin de leurs études, s'ils en font. D'accord. Et aujourd'hui, par exemple, vous avez en charge combien de... À l'heure actuelle, compte tenu de ce qui s'est passé ce matin, nous avons 330 orphelins en charge. C'est considérable. Oui. Et donc, pour leur servir des prestations de manière continue et durable, eh bien, il faut que nous fassions rentrer de l'argent. Et c'est pourquoi nous faisons appel à la générosité publique, à la générosité des fonctionnaires. Et puis nous avons parfois quelques généreux donateurs qui vont bénéficier d'un leg, mais c'est plus aléatoire. Et en tout cas, pour aider à cela, il y a ce concert donc qui va se passer le 14 mars, Ugrener. Vous êtes compositeur, vous êtes chef d'orchestre. Et alors juste, il y aura donc orchestre et chœur des 400, toujours 400. Absolument, c'est la fameuse chaîne où chaque mois on a un grand concert à type de magnifique. Type humanitaire. Alors, donc Mozart, la grand-messe en lutte mineure. Écoutez, tous ceux qui aiment la musique n'ont pas besoin de la présenter. Et même ceux qui aiment pas, ils vont aimer. Et même ceux... Alors, ouais, c'est bien. Vous avez raison, il faut être optimiste et il faut aider. Juste, pourquoi De Gaulle? Pourquoi une cantate sur un texte de Charles de Gaulle? Eh bien, c'est un texte qui résonne avec une puissance et une éloquence incroyable dans notre société actuelle, parce que il nous rappelle nos véritables racines. C'est un texte de quand qui date de quand? C'est un texte du 1er novembre 1944 qui a été dit par Charles de Gaulle au fort de Vincennes, qui est un hommage aux jeunes, aux Français fusillés, et qui criait avant d'être massacrés « Vive la France ». Et aujourd'hui, vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut dire vive la France et dire que ces personnes, ces jeunes se sont sacrifiés pour un monde sans guerre, pour une société harmonieuse, pour une société où on parle vrai. Et hélas, le danger revient, pour des raisons diverses et variées. Et donc ce texte est totalement actuel. Il m'a complètement frappé. Je veux dire que la musique est venue vraiment très facile. Et Laurent de Gaulle, voilà, le récitant. Oui. André, Laurent de Gaulle qui me fait l'honneur incroyable de son amitié, sera le récitant donc de son grand-oncle. Et donc le texte intégral est récité à l'avance et après est chanté par le ténor Joachim Bresson, qui le fait d'une manière absolument magistrale et très très émouvante. Le chœur, l'orchestre, enfin on est un sacré nombre de musiciens. Et en fait, j'ai voulu composer comme une forme d'hommage pour tous ceux qui travaillent dans l'ombre pour la sécurité des Parisiens. Et Bruno Retailleau, qui est le ministre de l'Intérieur, m'a fait l'honneur d'une entrevue d'1 heure pour parler de ce concert. Il en est le parrain. Mais plus sérieusement, il s'agit que les auditeurs de Sud Radio prennent conscience. Les prix de place sont très modérés, 20 €, toutes les places. On peut venir à 20h30 vendredi directement et de faire en sorte que chaque étape soit un véritable succès. Après, il y aura d'autres concerts pour la paix, pour Médecins du Monde, on en reparlera. Eh bien, écoutez, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, auditeurs de Sud Radio. L'église Saint-Sulpice, qui est une des plus belles églises de Paris, il faut le dire aussi. De la Croix, 400 choristes, instrumentistes et solistes, voilà. Ugrener, merci André, on vous écouter, et Dominique Ludwig aussi, et puis évidemment on soutient toujours ceux qui nous protègent vraiment. C'est notre mission, protéger les Parisiennes et les Parisiens, et en cas de malheur être là pour soutenir ceux qui restent. Merci. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le face à face. La fatigue, l'épuisement,
Ne plus avoir envie de se lever le matin, ne plus en avoir psychiquement, physiquement, c'est quoi? Eh bien, je vais vous dire, ça touche énormément de gens, voire des millions de gens en France et ailleurs. Ce qu'on appelle le burn-out, mot anglais. D'ailleurs, c'est intéressant, on va en parler. Est-ce que ce burn-out peut être traduit en français? On en parle avec Pierre-Antoine Martin, qui vient d'écrire, qui vient de publier aux éditions Max Milo, Le temps des pervers, burn-out, l'épidémie du siècle. Alors effectivement, perversion, lutte. Quand on lit ce livre, que je vous recommande, c'est un livre qui dit, mais au fond, il y a une espèce de lutte, je dirais pas lutte d'éclat, je ne sais pas comment on peut l'apprécier, mais quelque chose qui fait que dans un certain nombre d'entreprises ou d'administrations ou de ministères, hein, c'est pas réservé au privé ou au public, hein, c'est partout. Il fait qu'il y a des gens qui sont littéralement essorés, lessivés vraiment, et qui n'en peuvent plus. Alors Pierre-Antoine Martin, pardon, comment vous traduiriez le burn-out s'il y avait à traduire en français? Parce que en anglais, c'est voilà, burn-out, on est incendié, on est brûlé, on est mort, quoi. Oui, alors le burn-out, c'est moi je l'ai vécu il y a 5 ans, hein, extrêmement brutalement. C'est extrêmement brutal. Ouais. C'est pas justement, racontez ce qui vous est arrivé, parce que c'est important, même si vous le faites sur un mode romancé, oui, légèrement. Je l'ai écrit sous mode romancé pour que ce soit facile à lire et que ça imprègne aussi les esprits plus que sur le mode de l'étude, parce que ça a largement été fait sous le mode de l'étude. Mais sur le mode romancé, ça permet de rentrer dans la vie, en fait, de s'imprégner de ce que c'est dans la vie que de vivre un burn-out. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un matin. Alors, effectivement, avant, il y a tout un tas d'événements. Avant, mais je vais parler juste du matin. Oui. Le matin type, et c'est quelque chose que... Et c'est arrivé un certain matin, ça vous est arrivé? C'est la bascule brutale. La bascule, oui. Vous avez dormi, plus ou moins, vous vous réveillez, et vous êtes dans un état quasiment mort. Vous êtes mort dans votre corps, mort dans votre psyché. Et j'avais, à ce moment-là, la seule chose que j'étais capable de faire, c'était la seule chose qui est capable, écoutez bien, c'est lever le petit doigt. C'était le seul effort que je pouvais faire. Vous ne pouviez pas bouger les membres, le torse? Non. Rien. Bon, il n'y a plus d'énergie. Il y a plus du tout d'énergie, il n'y a plus de force du tout dans le corps. Alors, de force pour bouger, mais pour penser, pour réfléchir, pour parler, il n'y a plus rien. Et à ce moment-là, il y a une sorte de... Vous êtes tellement dans un état critique qu'il y a une dissociation qui se fait en vous, et vous vous regardez dans cet état clinique, et vous faites l'état clinique de ce que vous êtes. Et c'est effrayant, parce que vous posez la question si vous n'êtes pas mort. Et vous vous rendez compte, ou totalement paralysé. Vous ne pouvez plus rien faire. Alors ça commence comme ça. C'est l'effondrement cognitif, psychique. Vous voyez, moi j'ai été cadre dirigeant, j'ai fait une grande école d'ingénieur, donc j'avais quelques capacités, on va dire, d'aptitude intellectuelle. Eh bien, j'en étais à avoir du mal à faire une simple addition. Alors, pardon, justement, on va revenir un peu en arrière, mais c'est intéressant parce que parce que toujours qu'est-ce qui vous a amené à cet état? A posteriori, vous le savez peut-être. Sur le moment, vous sentiez que ça n'allait pas, quand même? Je veux dire, avant l'effondrement. Pleinement. Il y a un chemin qui mène à ça. Il y a un chemin qui mène à ça, mais on ne sait pas qu'à un moment donné, tout va lâcher. Tout va s'écrouler. On se dit je supporte, et puis je supporte, et puis je suis fort quand même. Je vais supporter. Vous avez un stress qui est lancinant, intense, qui monte, mais un stress insoutenable, c'est-à-dire qui arrive à des niveaux jamais connus dans votre vie, associé à une perte de sens dans le travail. Ça, c'est très important, la perte de sens dans le travail. C'est pour ça que je parle d'une maladie civilisationnelle. Perte de sens dans le travail. On se demande pourquoi on est là, pourquoi on va au bureau, pourquoi on fait ça, C'est à minima ça. Ouais. Et puis, c'est le conflit éthique. Mais je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ces valeurs. Je ne vois que du mensonge, que de la manipulation. Je voyais, moi, en tant que cas dirigeant, je savais quels étaient les ressorts de certaines décisions. Et je me disais, mais c'est pas vrai qu'on les traduise dans ces mots-là. La communication est devenue une propagande dans nos entreprises. Et c'est pour ça que, dans mon livre, je parle que le travail devient totalitaire. Et le totalitarisme, ça broie les gens, en fait.
Le travail aujourd'hui, alors, il y a 100 ans, il broyait des corps. Oui. Aujourd'hui, il broie des âmes. Et ça broie, effectivement. Oui. Alors, il y a eu cette montée pour répondre complètement à votre question, André, cette montée de ce stress progressif, intense, qui arrive à un niveau très 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 fort, plus du harcèlement avec des injonctions contradictoires, du paradoxe. Des supérieurs hiérarchiques, en fait. Non, oui, c'est ça. Et de la situation. Et de la situation, et du contexte. C'est-à-dire que vous avez un contexte qui devient totalement paradoxal, avec des comportements paradoxaux de la hiérarchie, par exemple. Et tout ça fait qu'à un moment donné, votre esprit est perdu, totalement perdu. Il essaie de s'accrocher rationnellement à ce qui pourrait essayer de s'accrocher. Il n'y arrive pas, le stress intérieur monte. Et à un moment donné, le cerveau se met en grève. En grève. Mais il se met en survie, en fait. Oui, c'est ça. Il se met en survie. Sinon, je pense que c'est la mort. L'étape d'après, c'est vraiment la mort. Mais alors, ça vient. Alors, non, c'est très intéressant. Pierre-Antoine Martin, vous le racontez très bien dans votre livre. Est-ce que cette espèce de stress, de se dire, vous l'avez dit, écoutez, on prend des décisions, mais pourquoi on prend ces décisions-là? Cette espèce de perte de sens, ça vient progressivement, vous le sentez, vous dites, oui, bon, c'est pas grave. Et est-ce que vous avez aussi, parce qu'il faut dire les choses par leur nom, oui, écoutez, j'ai une femme, des enfants, faut que je gagne ma vie, il faut que j'entretienne, c'est valable pour des millions et des millions de gens, c'est très joli, mais voilà, il faut bien vivre, comme on dit. Il faut bien vivre. Alors, vous supportez ça, mais vous êtes lucide. Et vous voyez effectivement vous voyez en vous dévitalisez de sens. Vous perdez le sens quand vous allez au travail et vous n'y voyez plus de sens. Ouais. Et comme dans notre société, mais beaucoup de gens le supportent. Disent oui, je sais, c'est pas ça, mais ça va, je gagne ma vie, donc... on peut le supporter, effectivement. Ouais. Tant que ce niveau de stress ne vient pas vous frapper avec en plus un harcèlement, vous risquez rien. Alors c'est quoi le harcèlement? Vous en parlez très bien dans votre livre. C'est qu'une espèce de perversion, le temps des pervers, justement. C'est quoi ce harcèlement? Ça, c'est de la perversion extrêmement raffinée, puisque on peut tuer quelqu'un sans lui mettre un coup physique. C'est même le raffinement ultime, en fait. Eh bien, il suffit c'est ce qu'on appelle l'injonction contradictoire ou le paradoxe, c'est-à-dire que vous avez, alors je vais donner un cas très simple, un cas très simple, mais après il faut le répéter 100 fois avec tout un tas d'autres événements. Par exemple, vous me dites une chose, André, avec le sourire, et vous montrez le contraire dans les faits. Là, on est dans le paradoxal. Vous êtes mon supérieur. Moi, je m'attache à ce que vous dites. Et je suis soumis au supérieur. C'est ça la particularité du travail. C'est pour ça que ça arrive surtout dans le travail. Je suis soumis. Oui, j'écoute ce que me dit mon supérieur et j'essaye de l'appliquer. Et aussi, je suis soumis parce que je supporte pour nourrir ma famille, pour vivre, etc. Parce que je sais que c'est le travail. Alors, qu'est-ce qui fait? C'est quoi l'injonction contradictoire? C'est que votre supérieur vous dit quelque chose qui dément complètement ce qu'il vous a dit en souriant? Il dément complètement. C'est-à-dire que je te soutiens dans telle affaire. Dans mon cas, par exemple, ça faisait plusieurs années qu'il me demandait de licencier un individu qui est particulièrement problématique. D'accord. Et là, pour le coup, ce qu'on appelle un pervers narcissique. Il l'avait parfaitement identifié. Moi, je commençais à l'identifier aussi. Et cet individu, donc, il me demandait de le licencier. Donc à un moment donné, effectivement, il me demandait de construire un dossier à charge contre lui, d'ailleurs d'outrepasser le code du travail sans aucun problème, parce que ces gens-là, il faut le virer. Ces gens-là n'ont pas de limite. Ils n'ont pas de limite. Donc moi j'essayais au moins de faire quelque chose d'à peu près correct. Et au moment où effectivement cet individu fait une faute majeure, on en arrive à l'entretien de licenciement, etc. Et là il me lâche. Votre supérieur vous lâche. Le supérieur me lâche justement exprès, sachant que l'autre est un pervers narcissique. Et ce pervers narcissique, et c'est là que c'est remarquable, le revirement, et il crie au harcèlement. C'est-à-dire que vous vous retrouvez dans une situation où vous avez quelqu'un qui vous a soutenu et qui vous lâche au dernier moment, et là vous êtes perdu. Parce que dans le travail,
c'est le hiérarchique qui fait la pluie et le beau temps, oui, bien sûr, soutient. Mais attendez, c'est très intéressant, justement, pour bien comprendre ça, Pierre-Antoine Martin. Alors, est-ce qu'il vous a, a posteriori, d'ailleurs, vous en parlez sous fiction, mais enfin, c'est les noms peut-être qui ont changé. Est-ce qu'il vous a soutenu pour mieux vous couler? Est-ce que ce supérieur hiérarchique, en fait, dans son plan, c'était de se débarrasser des deux, c'était de faire d'une pierre deux coups, je parle dans votre cas. Mais c'était de faire une pierre deux coups. C'est ça. Donc je me débarrasse des deux, je lui raconte un truc, je le déstabilise en disant mais c'est pas ça du tout qu'il fallait, et donc je le mets en condition de burn-out, enfin en tout cas d'être incendié, et je me débarrasse aussi de l'autre. Et les deux, je les oppose. Donc je divise. Et celui qu'il fallait que vous vouliez licencier, enfin qu'on vous ait demandé de licencier, dit oui, il me harcèle. Exactement. Exactement. Et là, vous rentrez dans un processus qui est kafkaïen, en fait, complètement kafkaïen. Et là, ensuite s'enclenche toute une dynamique qui est terrible. Et je pense que beaucoup d'auditeurs vont se reconnaître dans ce fonctionnement, aberrant de certains hiérarchiques qui conduisent en fait des collaborateurs à, entre guillemets, à péter les plombs. Et péter les plombs, c'est le burn-out, effectivement. Absolument. Non, c'est très. On va en parler. Et d'ailleurs, si vous voulez réagir, auditeur de Sud Radio, vous savez, résident de Sud Radio, 0826 300 300, c'est bien ça? C'est totalement ça. 300 300. Exactement. Parfait. Et on va continuer parce que c'est une histoire très forte. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de lutte. Je ne sais pas si c'est une lutte des classes, une lutte des inconscients, une lutte des perversions. Mais il y a quelque chose d'assez terrible quelquefois dans l'entreprise, ou peut-être souvent. En tout cas, le burn-out, c'est vraiment quelque chose qui est là. Et on a tous des témoignages de gens proches de nous. On en continue d'en parler juste après cette petite pause. Restez avec nous. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Et ça concerne des millions d'hommes et de femmes. Le livre de Pierre-Antoine Martin, auteur de Le temps des pervers, Burnout, l'épidémie du siècle aux éditions Max Milo. Pierre-Antoine Martin, alors il y a des chiffres très, vous savez, comme le sont toujours les chiffres, surtout là-dessus. Alors, en 2 mots, je les résume très rapidement. Selon l'Institut de veille sanitaire, 480 000 personnes en France sont concernées par un état de souffrance au travail, dont 7% seraient spécifiquement touchés par le burn-out. Alors, Opinionway estime que 2,5 millions d'actifs, c'est énorme quand même, présentent un risque d'épuisement sévère, Technologia, 3,2 millions de salariés, soit 12% de la population active, seraient exposés à un risque de burn-out. Une étude Forum du Future en 2023 classe la France parmi les pays européens les plus touchés par le burn-out professionnel, à égalité avec l'Angleterre. 40% des salariés en France, d'après un baromètre Ignition Programme, se déclarent être en souffrance ou soumis à un stress au travail élevé. Alors, quelle que soit la fiabilité de ces chiffres, on sent que ce n'est pas rien. On parle de millions de personnes, quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose de fort. Mais je voudrais revenir parce que ce que vous décrivez là pour vous, évidemment, les gens peuvent se reconnaître en miroir là-dessus. Vous disiez effectivement l'emprise, et puis il y a aussi peut-être une certaine passivité, puis il se dit il faut nourrir sa famille, et puis tout cela. Et en fait, est-ce que le stress, tout ça, augmente à chaque fois? C'est-à-dire quand on commence que ça a été dans votre cas, est-ce que ça s'ajoute comme une espèce de millefeuille? Ah oui, chaque jour, il y en a une couche nouvelle. Chaque jour, une couche nouvelle. Chaque jour, ça monte en pression, effectivement. C'est un processus où, oui, vous vous sentez couler, en fait. Vous vous sentez couler de façon irrémédiable. Et puis vous avez en face ou au-dessus, et c'est ce que je décris, de la perversité de l'individu qui en joue. Qui le voit. Qui le sait. Ouais. Et qui en joue, et qui veut aller encore plus loin. C'est-à-dire que certains, c'est pour ça que je parle de meurtre, en fait. On est dans un meurtre psychologique, meurtre social, quelquefois même des meurtres physiques, parce que ça peut conduire au suicide. Ces pervers, en fait, sont des criminels. Parce que ils savent qu'ils font mal. Ils détruisent une personnalité, quelque part. Ils savent qu'ils le font, et ils vont plus loin, et ils continuent. Alors, vous savez, en justice, il y a une faute qui est reconnue aujourd'hui, qui s'appelle la faute inexcusable.
ça veut dire aussi des fautes très graves. Et c'est une faute qui reconnaît que l'employeur sait qu'il y avait souffrance, mais qu'il a continué. C'est ça. Donc on est sur... Et c'est une faute en justice, là. C'est une faute en justice, mais c'est pas au pénal. C'est pas au pénal. Et ça, c'est la chance, en fait, de ces pervers, c'est que c'est pas au pénal. Donc, ils s'en sortent toujours. Et un des messages, en fait, de mon livre, c'est que on a aujourd'hui des milliers, des centaines de milliers d'individus comme ça. Vous voyez, qui exercent en toute impunité, on peut dire. C'est ça. Même plus couvert. Moi, je suis allé jusque... Alors, je le dis dans mon livre, donc je peux le dire, c'est le ministère des Transports. Jusqu'au plus haut niveau du ministère des Transports, et à tous les niveaux, on s'est défaussé. Ah oui. Alors moi, vous allez voir, mais qu'est-ce qu'ils vous disaient, enfin, concrètement? Soit il y a zéro réponse, silence total, soit c'est je peux rien faire. Mais j'espère que vous allez bien vous reconstruire. Vous voyez, ça c'est la réponse du plus haut niveau. J'espère que vous allez vous construire. Mais nous, on peut rien faire. Ah non, on peut rien faire. D'accord. Et en même temps, le type, justement, qui s'est permis de faire ce que je décris dans mon livre, donc mon manager a été promu, bien sûr. Été promu. Peut-être qu'un jour, il aura la Légion d'honneur, mais il a été promu. Donc tout péché mérite récompense. Certainement, certainement. Ce qui veut dire que le système est pervers, le système couvre ça. Ça le couvre. On est dans une société, parce que j'ai beaucoup réfléchi en fait à tout ça, j'ai eu un peu de temps, mais juste un mot. Non, mais c'est juste pour rester, parce que c'est passionnant ce que vous racontez. Et il n'y a pas eu, alors dans l'entreprise, mettons dans votre entreprise, encore une fois, vous en parliez avec des collègues. Vous avez, qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas, au niveau des syndicats, parce que vous en parlez peu. Et il y a quand même normalement dans toute entreprise, en tout cas, que ce soit la vôtre ou d'autres, il y a des syndicats, il y a il y a des gens qui sont censés défendre les employés, les salariés. Est-ce que vous avez eu l'occasion? Comment ça s'est passé? Alors, comment ça s'est passé? C'est aussi très simple, c'est que le syndicaliste en question était un ami très proche, en fait, du patron. D'accord. La franc-maçonnerie aidant, ça permet aussi d'assurer des actions violentes, en toute impunité, encore plus. Parlons par exemple de la médecine du travail. Je suis allé voir le médecin du travail, je lui ai expliqué. Le médecin du travail, quand il a compris de qui je parlais, et quand il a compris ce que je vivais, il m'a tout de suite arrêté, il m'a dit « Ah non, je ne veux plus rien savoir. Mais si vous avez d'autres questions... » carrément. Carrément, je suis là pour ça. Quand vous lui avez dit le niveau de hiérarchie où c'était, il vous a dit « Je veux pas savoir. » Je veux plus rien savoir. Intéressant. Voilà, parce que vous avez toute une partie de la médecine du travail aujourd'hui qui est rémunérée par les employeurs. Vous avez deux types de médecine du travail, mais vous en avez toute une catégorie qui est rémunérée par l'employeur. Donc le type n'avait pas envie non plus de perdre sa place. L'inspection du travail, l'inspection du travail, vous vous rendez compte de quoi? C'est ce que je décris aussi, c'est que parce que j'ai voulu aller jusqu'au bout de mon analyse, comprendre à quel point le système était verrouillé et pourquoi il y avait une telle impunité. L'inspection du travail aujourd'hui est totalement dénudée dans son organisation, de sorte à ce qu'elle ne puisse plus intervenir. Pourquoi dénudé? Vous voulez désosser, carrément. Désosser, oui, dénudé. Alors dénudé, désosser, c'est pire. C'est exactement ça. Avant, on faisait des grandes négociations avec les syndicats pour réformer le code du travail, etc. Il n'y a plus besoin, on n'entend plus parler de grandes négociations. Il suffit de plus donner de moyens à l'inspection du travail. Quand vous donnez plus de moyens à l'inspection du travail, l'impunité existe. Voilà. Non, c'est terrible. Alors, je rappelle quand même, et pas du tout pour faire l'équilibre et Salomon, qu'il y a beaucoup d'entreprises, et j'espère la majorité, mais on n'est pas sûr du tout, où ça marche très bien, où les gens sont motivés, parce qu'il n'y a pas de pervers, parce qu'il n'y a pas de gens comme ça. Maintenant, il y a ce que vous décrivez, qui est la réalité, et que vous montrez très bien dans votre livre. Je crois que Maud, nous avons des appels. Deux appels, dont un de Florent, qui vient d'Amiens. Bonjour Florent. Bonjour André Berkoff, bonjour à votre invité. On vous écoute Florent, bonjour. Bonjour, mais écoutez, moi je vous appelle parce que je suis actuellement membre des forces de l'ordre, alors je préfère ne pas préciser l'administration par souci d'anonymat. D'accord. Ça fait à peu près 15 ans
que je suis parmi les forces de l'ordre et j'ai déjà 2 burn-out en 15 ans. Quand je vous dis burn-out, c'est vraiment des périodes où pendant 3-4 mois, je ne vais pas au travail, je me déconnecte de tout, parce que le poids de la hiérarchie est terrible. Ce n'est pas tant le climat insécuritaire ou alors ce sentiment d'insécurité qui n'en est pas un, si vous voyez de quoi je parle. Bien sûr. Mais c'est vraiment le poids de la hiérarchie qui est vraiment hyper pesant. D'accord. Et poids de hiérarchie, un peu, c'est à vous retrouver dans ce que dit Paul-Antoine Martin. Oui, tout à fait. Vous savez, pour vous parler de je vous écoute bien sûr depuis tout à l'heure, et pour vous parler de mon expérience personnelle, parce que j'ai pas la prétention de connaître l'ensemble des bien sûr. bien sûr. Mais je peux vous dire que moi, c'est pas tant le regard de travers de la population qui me dérange au quotidien, parce que je suis fier de mon travail, fier de ma vocation. Je me lève tous les matins avec le sourire, mais il m'est arrivé en 15 ans 2 reprises, des périodes où clairement pendant 4 mois, 5 mois, c'était impossible pour moi de me lever, c'était impossible pour moi de voir des amis, et comme je vous l'ai dit, c'est pas l'hostilité qu'il y a dans la rue qui me dérange. Vous l'avez dit. La hiérarchie. La hiérarchie. Enfin, c'est les décisions judiciaires qui nous. Mais je crois que le pire entre nous, Monsieur Berkoff, n'est pas les problèmes avec la justice ou la population. C'est vraiment notre chaîne hiérarchique qui nous détruit et qui envoie malheureusement une bonne partie de nos camarades dans des situations irréversibles. Irréversibles. En tout cas, merci de votre témoignage, c'est très intéressant. Voilà un policier qui dit, vous savez, derrière lui, c'est pas le public, c'est pas les gens, c'est même pas d'ailleurs l'insécurité ou etc. C'est la hiérarchie. Qu'est-ce que vous dites à... je crois que l'auditeur, ce Florian, je crois, Florent a dû vivre beaucoup de ce qu'on appelle ces injonctions contradictoires avec peu de moyens et puis beaucoup d'ordres à faire respecter et l'impossibilité de faire son travail. Il a dit une chose très très importante. J'ai encore la fierté de mon travail. On parlait de pervers tout à l'heure. Le pervers finit par vous faire perdre la fierté de votre travail. Vous l'avez perdu, vous l'aviez la fierté de votre travail. Je l'avais. Et il vous la fait perdre. Il vous la fait perdre parce que le sens, il dévitalise l'entreprise du sens. Il dévitalise vos actions du sens que vous pouvez y trouver. C'est ça qui est terrible. Et on disait en aparté, mais la société promeut aujourd'hui les pervers. Alors, tous les dirigeants ne sont pas des pervers, bien sûr. Pas généralisé. Mais bien sûr. Mais dans un monde qui est de plus en plus difficile, dans un monde qui se financiarise de plus en plus, où la dignité humaine est de moins en moins respectée, où l'homme est de plus en plus chosifié, en fait, l'individu pervers qui aime le mal, qui aime faire du mal, qui se réjouit de faire du mal, va être naturellement promu parce qu'il va avoir de meilleurs résultats, puisqu'il n'a aucun état d'âme. Ce qui est effectivement encore plus pervers du point de vue de l'intention. Je crois que nous avons un autre auditeur. Un deuxième appel de Najette qui appelle de Montpellier. Bonjour Najette. Oui, bonjour. Voilà, moi je voulais apporter mon témoignage. J'ai vécu une injustice atroce de 2018 jusqu'à 2021. Où il y avait la fin de mon contrat. Et c'est vrai que je me suis retrouvée dans un service avec une manipulatrice dans l'équipe. Nous étions 20 femmes et un homme, collègue. Donc c'était dans la fonction publique, dans un service au département de l'Hérault à Montpellier. Et j'ai vécu le cauchemar, mais vraiment ignoble, avec la manipulation, mais pas que pour moi, mais je voyais les autres collègues qui étaient eux titulaires depuis plusieurs années. La plupart étaient en arrêt maladie. Mais ils se faisaient humilier. Enfin, c'était vraiment un cauchemar sur tous les points. Alors, je tiens à dire que la personne en question, la collègue toxique, elle est syndicaliste à la CGT. Et elle était protégée. Enfin, on va dire, elle avait un petit peu le bras long.
et elle était protégée par ma chef de service, donc à l'époque. Et on retrouve des situations. Alors, on ne dit pas, je dis tout de suite, pas pour modérer, les syndicalistes CGT ne sont pas tous comme ça, pas généralisés, mais il se fait que. Non, mais il faut en parler aussi, bien sûr. Oui. Et donc, vous avez été malade, Najette. Enfin, vous avez été. Oui, je suis tombée malade. Alors, j'ai eu un contrat dans un premier temps en contractuel. Par la suite, j'ai surmonté des épreuves en interne avec ces manipulateurs. Et donc, j'ai prévenu ma hiérarchie que j'allais arrêter. Donc, elle m'a convaincue de arrêter. Ça, c'était les débuts. Et puis, je suis restée pendant une durée de 3 ans et jusqu'à que j'ai reçu un courrier me disant que je pouvais être fonctionnaire au sein de ce service, mais il fallait rester 1 an de plus avant de signer le fameux contrat, voilà. Et donc, et puis je subissais des moqueries, des injures, des humiliations. Je voyais des autres maltraités. Et du coup, je suis tombée malade. Je suis tombée malade. Donc, avant cette année, enfin, je veux dire, vous n'avez pas tenu cette année-là, quoi. L'année qu'il fallait tenir pour avoir votre statut, c'est ça? Non, vous savez pourquoi pourquoi j'ai pas pu tenir, parce que on avait déménagé dans de nouveaux locaux et on était en open space. On était exactement 11 agents, 11 dans mon service, en train de scanner les dossiers, les formulaires, etc. Chacun avait sa propre tâche. Et puis avec nous, il y avait donc le collègue le seul homme qui lui formait les agents au logiciel. On travaillait sur un logiciel spécifique. Mais quand j'ai eu des injures et des humiliations devant tout le monde, elle s'en est pris à moi et à une autre collègue dont j'ai pris aussi la défense. Mais je suis tombée malade, mais c'est pas ça, c'est que ma chef de service, quand je suis allée la voir, je l'ai plus reconnue, parce que dans un premier temps, il y avait rien à dire. J'ai toujours eu des évaluations avec ma chef de service dans le sens où je travaillais bien. D'accord. Vous l'avez pas reconnue parce qu'elle a changé d'attitude à votre égard, c'est ça? Voilà. Ma chef de service, quand je suis allée lui dire les injures et les humiliations dont on avait été victime, moi et ma collègue, elle m'a dit, je comprends pas pourquoi vous avez pris la défense de Stella, qui avait subi une atrocité. Moi, je peux pas me taire face à ça. Bon, j'en ai pris pour mon grade juste après, puisque j'ai pris sa défense. Mais elle a fait la sourde oreille. J'ai plus reconnu ma chef de service. Et en ce moment-là, je me suis posé pas mal de questions, dans le sens où je me suis dit, il va falloir que je reste 1 an de plus. Et je ne pourrais pas le supporter. Perdre ma dignité humaine. Donc là, j'ai lancé un courrier à mes supérieurs. On peut pas prendre tout le détail. Vous vous êtes arrêté, en fait, c'est ça, à ce moment-là, parce que je me suis arrêtée, et puis j'ai eu une fin de mon CDD. J'ai été reçue en me disant, on va vous muter dans un autre service. Donc eux sont toujours là-bas, elle est montée en grade. Elle est montée en grade d'ailleurs. Encore une montée en grade, c'est bien. Voilà, elle est montée en grade. Et puis moi, je suis tombée gravement malade par la suite. Voilà. Je suis tombée malade. Bon, je regrette pas ce que j'ai fait, mais j'ai préféré garder ma dignité humaine. Voilà, parce que mais vous avez tout à fait raison, Najette. Mais j'ai encore un exemple, effectivement, qui montre ce qui se passe. On va continuer avec Pierre-Antoine Martin après cette petite pause. Effectivement, il y a vraiment un problème dramatique qui est posé et dont on parle effectivement très peu. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Les pervers narcissiques, et il y en a dans l'entreprise, il y en a dans l'administration, il y en a partout, et Pierre-Antoine Martin le raconte dans ce livre, vraiment que je vous recommande, sur le burn-out, sur vraiment le temps des pervers, cette pandémie. Mais c'est plus que pandémie, parce que Pierre-Antoine Martin, merci de parler. Vous parlez aussi de vous, et vous dites que ça fait 5 ans que ça s'est passé. Ça s'est passé il y a 5 ans, quasiment jour pour jour. Oui. Et aujourd'hui, vous vous sentez comment, 5 ans après? Alors, je me sens mieux que les semaines qui ont suivi, parce que les semaines qui suivent, vous pouvez pas vous lever, vous n'avez pas l'énergie, vous pouvez pas vous lever, vous pouvez pas marcher, vous pouvez voir une vidéo,
2 minutes, pas plus, parce que votre cerveau n'a plus la capacité. En fait, le burn-out vient casser votre capacité à régénérer votre énergie interne. Donc vous vous rendez compte, vous comprenez ce que c'est que l'énergie à ce moment-là. Vous en avez plus, vous la régénérez plus, vous pouvez plus rien faire. Vous discutez avec un ami pendant 1 heure, vous êtes épuisé, vous êtes obligé. Épuisé, c'est plus que la fatigue. Épuisé, c'est vous pouvez plus réfléchir, plus rien. C'est-à-dire que vous êtes au bout de vous-même. Vous êtes vidé, quoi. Totalement vidé. C'est l'épuisement. On fait une grosse marche de 10 heures, on dit je suis épuisé. Non, c'est plus que ça. C'est bien plus que ça. C'est que vous ne pouvez plus rien faire, même pas réfléchir. Regardez une vidéo 2 minutes, c'est pas possible. Vous êtes épuisé. Parlez, vous êtes épuisé. Et donc petit à petit, vous remontez doucement, très doucement la pente. Moi, ça fait 5 ans. Comme je vous le disais en off, à la suite de cet entretien qui aura duré 3 quarts d'heure, je vais être obligé de me coucher. Vous voyez, parce que j'aurais... après la radio, comme ça, j'aurais consommé l'énergie de ma journée. En l'espace de quelques minutes, vous voyez. Donc j'ai peut-être 1/10 de l'énergie que j'avais avant. Voilà, c'est ça. Alors qu'avant, pendant des années, vous le disiez aussi hors antenne, pendant que vous disiez, ça a été plutôt heureux. Enfin, ça s'est bien passé pendant des années. C'était parfait. Donc c'est quelqu'un, c'est l'apparition. Enfin, c'est quelqu'un qui arrive et qui bouleverse tout ça, qui chamboule tout ça. Voilà. Donc tout peut être très bien jusqu'au jour où il y a un changement de configuration. Et c'est une personne, une circonstance, un système qui fait qu'à un moment donné, vous allez être emmené dans quelque chose d'extrêmement vicieux et qui peut vous faire frôler la mort. C'est presque un enfer. Enfin, c'est une espèce d'enfer au sens où oui, vous êtes conduit dans l'enfer. Et quand et le matin, vous alliez la boule au ventre, comme on dit quelquefois, ou pas. Sur les dernières semaines, oui. Ouais. Auparavant, non. Auparavant, j'étais heureux parce que j'avais du sens dans ce que je faisais. Ouais, je comprends. Je construisais des choses. J'avais effectivement des responsabilités très intéressantes. Et puis, il y avait de l'innovation. J'avais des idées très intéressantes qui étaient reconnues nationalement. Et tout a été effectivement détruit en l'espace de quelques semaines, quelques mois en fait. Hein. Mais pour donner aux auditeurs, on en parlait, un peu une idée de la perversion, ce que c'est, parce que vous me posiez la question tout à l'heure, et j'ai une autre anecdote à donner. Donc quand cet individu, donc mon hiérarchique, m'a conduit dans cet enfer, méthodiquement, c'est ça qui est terrible, c'est vicieux, c'est méthodique, c'est... Eh bien, donc, j'ai fini par être licencié, avec le déshonneur, avec toute l'opprobre qui va avec. Et 3 semaines après le licenciement, alors qu'il me licenciait pour avoir, entre guillemets, nui à la performance de l'entreprise, l'argument bateau, je reçois un courrier 3 semaines plus tard, de lui, cette personne, signé de lui, m'exprimant: comme tu as fait une très belle année, je t'offre une très belle prime exceptionnelle de performance. Voilà, là on est dans l'injonction contradictoire, dans le paradoxe le plus total, le plus complet. C'est fou. Non mais c'est même presque, enfin vous avez eu une prime, c'est bien, mais presque il se foutait de vous, enfin il se foutait de vous, c'est ça. Oui, mais bien sûr, mais le pervers c'est ça, mais il en jouit. Il prend plaisir à ça. C'est ça qui est monstrueux, parce que vous savez que vous êtes dans une nasse et vous êtes cuit. Parce que hiérarchiquement, il vous met dans une nasse. Voyez. En fait, il faudra qu'on fasse une autre émission avec vous et avec d'autres. Je crois qu'il faudrait faire une émission, effectivement, comment se battre. Oui, il faut se battre contre le burn-out. Mais ça, on a... C'est le sujet de mon livre, vous avez exactement raison. Moi, je veux montrer la combativité qu'il faut avoir pour se battre. Et ce n'est pas simple, parce que vous êtes encore atteint, et on peut le comprendre, bien sûr. Oui. Et puis surtout, et juridiquement et autres, comment combattre ces pervers. Et comment se battre en justice. Voilà. Et c'est ça que j'exprime aussi dans mon livre. J'essaie de donner aussi des idées, de donner des adresses d'avocats extraordinaires, parce qu'il faut être très spécialisé pour combattre ça. On fera une autre émission avec vous. Avec grand plaisir, André. Merci. Bonjour, c'est Marie.